Que retenir de cette saison 2024 de F1, le 4e titre de champion du monde pour Verstappen, la couronne mondiale pour McLaren et son incroyable retour alors qu'il y a encore quelques années, l'écurie était au bord de la faillite. La descente aux enfers d'Alpine avant de renaître de ses cendres en fin de saison, les victoires mythiques à Monaco et Monza pour Leclerc, les folles stats de cette année, de mémoire de fans de F1, nous n'avons jamais eu autant de vainqueurs différents et des écarts aussi faibles entre adversaires. De bon augure pour la saison 2025 qui s'annonce déjà passionnante. Le pari d'Hamilton de rejoindre Ferrari s'annonce-t-il d'ores et déjà gagnant? Qui sont nos favoris pour le titre en 2025? Débat! Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio, en podcast audio sur Apple Podcast, mais également sur Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner. On est également présent sur tous les réseaux sociaux sous forme d'extraits. Vous êtes très nombreux à nous suivre via les extraits, TikTok, Instagram. Abonnez-vous également, on refait la F1, sauf aujourd'hui, c'est chaque lundi, après un Grand Prix avec comme chroniqueur pour cette dernière émission de la saison. Une nouvelle venue depuis quelques semaines maintenant dans cette émission. Elle défend l'écurie Red Bull, alias Justine Pélisson. Salut Justine. DRS Queen, bonjour. DRS Queen, bonjour Justine et bienvenue encore. À tes côtés, monsieur Guillaume Pommier qui est le grand fan d'Alpine et qui espère se refaire une santé l'année prochaine. Salut Guillaume. Bonjour à tous, on a déjà commencé à se refaire une santé. Ouais. En duplex, notre team principal, ancien patron de McLaren, on va en parler ce soir de McLaren, et de Lotus, monsieur Éric Boulier. Salut Éric. Salut Olivier, bonjour à tous. Il a migré du côté de Maranello, ça y est, Lewis est parti, donc il a rejoint l'écurie Ferrari, celui qu'on surnomme l'Helmut Merko de cette émission pour son côté, comment dire, assez polémique, monsieur Laurent Pandanach. Bonjour tout le monde. Alors ça fait quoi d'être en rouge? Je suis pas encore en rouge, hein. Je suis encore en noir. Tu vois, regarde, c'est une transition. Et à tes côtés, il va te donner tous les secrets de Maranello, le gardien du temple, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca alias Don Camillo. Salut. Salut, il a déjà été béni, donc c'est bien. Et puis un troisième fan de F1, ça me fait plaisir de le revoir dans cette émission, monsieur Christophe Degrave d'Anderside. Salut Christophe. Et salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, moi j'attends vraiment 2025 pour que Ferrari soit championne. Oui, on ne va pas commencer à donner des pronos, on a des pronos pour l'année qui vient. Et quant à moi, je demeure le fan numéro 1 de Fernando Alonso qui l'année prochaine va tout gagner, vous allez voir, grâce à Adrian Newey. On va en parler vivement 2025. Un dernier mot au sujet du sponsor principal de notre émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne vous propose à vous, à tous vos joueurs, 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu excellent, en rien un moyen de s'enrichir qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci en tout cas à Winamax de nous soutenir. Autre sponsor, Trustmaster, le spécialiste de la simulation de course, vous propose de remporter à vous qui regardez On refait la F1 un ensemble volant et pédalier. Ils sont là en plateau. Le T248, c'est le volant à retour de force parfait pour s'initier au sim racing. Ce moteur à retour de force hybride permet de ressentir les sensations de pilotage comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Avec son volant bien rond, le T248 est versatile pour tout type de simulation, la F1 bien sûr, au rallye, en passant par la GT. Il est compatible PlayStation, PC et Xbox selon la version. Le T248 inclut un pédalier pour être prêt à jouer immédiatement. Comptez environ 350 € pour les fêtes de fin d'année. On le trouve aux alentours de 250 € dans la plupart des enseignes habituelles. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et c'est tout, ou cliquez directement dans le lien dans la description de la vidéo. Bonne chance, c'est le 3e volant qu'on met à gagner cette semaine. Et vous allez voir qu'en fin d'émission, il y a une surprise à propos du volant. Messieurs, dames. Radio check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec vos tops et vos flops pour l'année 2024. Vos tops de l'année après le 4e sacre de Max Verstappen, qui a été encore une fois tout sauf un long fleuve tranquille cette année. Quel est ton top de l'année, Justine ?
C'est une question qui est très difficile pour terminer cette année 2024. Pour moi, c'était une saison qui était très imprévisible et croustillante, pleine d'homogénéité. Ouais, j'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau du turnover des pilotes, comme on a pu le voir, et mes collègues en parleront encore mieux. Mais on a vu qu'il y avait de nombreux pilotes qui ont réussi à aller sur les marches du podium. On a vu plusieurs écuries qui ont été représentées. Puis il y a toujours ton chouchou, regarde. Il y a mon chouchou, évidemment, Max, mais aussi il faut rappeler que c'était une saison extrêmement longue, 24 Grands Prix. Max a dominé, il a eu notamment 9 victoires. Mais c'était une saison qui était intéressante parce qu'on a vu énormément de pilotes qui ont pu prendre. Il y a eu plus de 7 pilotes différents qui ont quand même été vainqueurs, qui ont fait des victoires. C'est assez unique. C'est assez unique. Et du coup, en fait, il y avait aussi un grand mercato au niveau aussi des pilotes qui ont remplacé d'autres pilotes. Donc, il y avait même des Grands Prix. Parfois, on ne savait pas en fait qui allait gagner, mais surtout qu'est-ce qui allait piloter. Et on a des rookies, effectivement, on a eu des rookies vraiment intéressants totalement. On a eu, moi, de mon côté, je suis biaisée avec Liam Lawson qui a pu gagner du coup son siège chez Red Bull. On a vu Jack Doohan aussi au côté Alpine. On a vu Piastri qui a fait un super bon début. J'ai pris une petite note pour pas oublier. Théo Pourchère aussi côté pilote français, mais aussi intéressant Olivier Biermann. Enfin bref, on a vu tellement de choses, mais je vais peut-être pas aller dans les détails. Mais du coup, pour moi, une saison vraiment intéressante. J'ai vu d'autres plateaux qui critiquaient le manque d'émotion de cette saison, et pour moi, ça a été quand même une saison riche en émotions. C'est clair. Parce que justement, le côté très imprévisible. Alors justement, à propos d'émotion, quel moment privilégié, ta petite Madeleine, tu gardes de la saison? Moi, c'est évidemment Sao Paulo. C'était un Grand Prix à la fois pour mes deux équipes chouchoutes, pour Red Bull, parce qu'avec un Verstappen qui a commencé 17e, des conditions de course qui étaient très difficiles. On a vu vraiment une course qui était sous l'eau. Max Verstappen qui remonte, qui prend le lead, qui finit premier. Et on a vu en plus le doublé Alpine avec un Ocon qui est deuxième et un Gasly qui était troisième. Et donc pour moi, évidemment, c'est une course assez exceptionnelle. Un cocktail parfait pour terminer la saison. Et notamment pour le champion des constructeurs du côté Alpine, ça a été des points extrêmement précieux pour Ocon et pour Gasly. Donc pour moi, c'est vraiment la petite Madeleine de Proust de cette année. Manière de tendre la perche à notre ami Guillaume, fan d'Alpine. Quel est ton top de l'année? Oui, alors mon top, c'est la convergence des performances entre les meilleures écuries cette année. Donc évidemment, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Justine, mais je vais le dire un peu différemment. Je pense qu'il y a deux causes à ce phénomène. La première, c'est la réglementation qui est de plus en plus comprise par les écuries au fur et à mesure du temps. Et souvent, juste avant le changement de réglementation, c'est là où on a le resserrement le plus fort des performances. Et cette année, les 4 top teams, donc Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren, étaient très proches. Et on a eu du turnover, de la rotation sur les vainqueurs, à la fois en termes d'écurie et aussi en termes de pilote, à part Pérez qui n'a pas gagné. On pourra en reparler. Malheureusement pour lui. Et la deuxième cause, c'est qu'on a eu effectivement un peu la fin de la domination forte de Red Bull. Ça a plutôt été convergence, oui, mais plutôt rattrapage des 3 autres équipes vers Red Bull. C'est peut-être les limites du... Tu as copié sur ta voisine, c'est pas avec bien. Avec le début de saison qui était dominé quand même par Red Bull. Oui, mais alors on a vu effectivement la fin progressive de la domination. Alors, je pense que c'est toujours une course en fait. Ils ont certainement évolué, mais moins vite que les autres. Ouais. Je pense que peut-être Eric pourra nous parler plus en détail peut-être des limites du concept de Red Bull. Ouais. Et puis voilà, la conséquence, c'est qu'on a une super saison avec beaucoup de suspense, des grands prix à rebondissement. Ouais. Et c'est ce qu'on veut voir en Formule 1. On va en parler dans un instant avec Eric, mais d'abord un petit mot avec Christophe. La montée en puissance... de Ferrari, c'est ça ton coup de cœur ou c'est plutôt du côté de la concurrence? Oui, mais c'était et j'aurais voulu que ce soit du côté de chez Ferrari, mais malheureusement, oui, effectivement, on voit une amélioration du côté de chez Ferrari, mais mon top pour cette saison, ce sera quand même malgré tout Lando Norris, qui a commencé la saison un peu difficilement, un peu progressivement, trop progressivement peut-être, ce qui a permis aussi en fait le fait que effectivement Max a été royal sur les premières courses, mais au fur et à mesure de la saison, on a vraiment vu un pilote qui a progressé parce que pour devenir champion, on le sait tous, il faut vraiment dominer son sport, mais ça veut dire aussi en fait être régulier, ça veut dire ne pas faire d'accidents, ne pas faire d'erreurs, pouvoir s'imposer politiquement au sein de son équipe, au sein de la FIA et plein de choses comme celle-là. Et on a vraiment vu en fait que Lando était monté au créneau au fur et à mesure du temps, en fait, était devenu de plus en plus fort pour finir en fait par une course magistrale avec tout ce qu'il fallait faire en termes de stratégie, tout ce qu'il fallait faire en termes d'endurance pour un champion. Et donc bravo franchement à McLaren en fait qui a su mener et supporter en fait Lando là où il en est. Et puis bravo à Lando en fait pour la progression qu'il a effectuée sur une année seulement en fait. On oublie effectivement qu'en début de saison, il n'avait pas remporté le moindre Grand Prix. Quelle progression! Il est certain que cette année va laisser des traces. Il a beaucoup appris. Eric, quel est ton coup de cœur de l'année, ton top de l'année?
Écoute, mon coup de cœur de l'année, c'est quand même, comme un peu ce que tout le monde l'a dit, une très belle saison de Formule 1, de multiples vainqueurs, même des doubles vainqueurs à chaque fois, ce qui n'était jamais arrivé. Beaucoup de statistiques ont été quand même battues cette année, donc c'est pour ça qu'on aime la F1, on aime la voir quand elle est compétitive comme ça, quand il y a des vainqueurs différents tous les dimanches, et c'est ce qui nous a permis de commenter tout ça d'ailleurs, hein, tous les lundis. Donc voilà, donc c'est une belle F1. Ce qui arrive souvent d'ailleurs en fin de cycle technique. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, effectivement, on est sur une fin d'ère technique où le règlement aujourd'hui, je pense qu'il a été retourné dans tous les sens. Et alors même si Red Bull a effectivement dominé le début de saison, on a vu que les autres équipes étaient capables de les rattraper. Et ça me rappelle, moi, mes années 2012-2013, où effectivement, il y avait aussi beaucoup de vainqueurs à l'époque. Et c'était la fin d'un cycle technique. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une nouvelle règle en 2026, puisqu'il va falloir un petit peu libérer les cerveaux des ingénieurs en F1. Mais c'est vrai que d'un côté, le côté sportif est plus intéressant à la fin d'une ère technique, d'une ère de réglementation technique. Voilà. On regrette presque qu'il y ait cette réglementation qui arrive, parce que là, il y a un resserrement des forces. Laurent, en début de saison, on était presque certain que Red Bull allait tout remporter au vu des premiers Grands Prix. Et très rapidement, Laurent, on a vu que l'écart s'est considérablement resserré. Ouais, et donc c'est mon top aussi, parce qu'en préparant l'émission, on en a discuté avec Eric, on était d'accord sur ce point. Pour moi, c'est l'année de toutes les statistiques folles, et je vais en citer quelques-unes. Vous avez cité un truc assez incroyable, hein. Norris, on croyait qu'il gagnerait jamais une course, quoi. Et on avait même cru un instant que Piastri gagnerait avant lui, quoi. Donc ce qui s'est d'ailleurs passé, hein, parce que Piastri avait gagné une course sprint, donc il y avait cette espèce de truc incroyable. Mais on a une année où Gasly n'a fait aucun dommage à sa voiture. On a c'est exceptionnel. C'est-à-dire sur l'année. Il a rien coûté en termes de. Il n'a pas cassé la voiture, il n'est pas sorti. C'est la première fois de l'histoire de la Formule 1. La première fois de l'histoire de la Formule 1. On a c'est la 4e fois qu'un pilote a couru tous les tours. Ouais. C'est Piastri. Mais tu vois, des saisons, il y en a eu plein quand même. Tu vois, on en est à la combien, 72e année, 10e année. Donc, et on n'a que 4 pilotes qui ont couru tous les tours. C'était pas né. C'est assez incroyable. On a commencé l'année avec Alain en étant un peu peiné. On avait 2 titres officiels mérités de Verstappen et un volet. Donc il avait déjà 3 titres. Donc on était persuadé que il allait aligner les tours, quoi. Non, mais qu'on allait subir cette année, que Red Bull allait être. On a eu un peu de piment en début de saison, hein, avec l'histoire de la dick pic de Horner. Et donc voilà. Donc non, en termes de stats. Et comme tu poses souvent la question de c'est quoi notre préférence de cette année, c'est aussi un truc incroyable. C'est Lewis Hamilton. Ouais, mon méga top, c'est Lewis Hamilton qui a gagné après avoir pris 300 départs, et c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. C'est-à-dire qu'on dit toujours que dès qu'un pilote a franchi les 300 départs, il gagne plus jamais rien, et il a gagné 2 fois. Donc je trouve que c'est intéressant de casser des barrières qui existent, quoi. Rendez-vous l'année prochaine avec Alonso. Donc Camille, pour ton top de l'année. Bon, il était évident que je ne pouvais pas m'inscrire en faux par... Encore Ferrari. Attends. C'est évident que je ne pouvais pas m'inscrire en faux face à la grande gagnante de cette année qu'est la Formule 1. C'est évident. Hein, il y a eu tellement de choses. Je rajouterais quand même à cette histoire de convergence des écuries, parce que c'est la fin d'une réglementation. Il y a eu aussi 2 écuries qui n'ont pas arrêté de continuer de se structurer, c'est McLaren et Ferrari. Oui. Tandis que tout ce qui se passait chez Red Bull depuis le début de l'année et déjà qui transpirait l'année dernière n'a pas aidé Red Bull. Le seul qui a clairement émergé là-dedans, c'est Max, qui a été juste extraordinaire, même si on peut critiquer parfois certains faits et gestes. Mais voilà, McLaren. Bel effort, la part d'un Ferrari de Max. Ouais. Mais alors, alors pour le coup, oui, moi, je vais être tout à fait objectif, c'est Ferrari, mon coup de cœur. Bon. D'accord. Ferrari, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont cumulées, le retour au sommet, puis beaucoup plus de constance dans les résultats. Presque au sommet, parce qu'ils sont deuxièmes. Comment ? Presque au sommet, ouais. Mais donc, des victoires exceptionnelles à des endroits exceptionnels. Monaco, Monza, Charles ne pouvait pas faire
mieux, un doublé, je répète, la constance dans les résultats et puis être parvenu à attirer le futur champion du monde, hein, Lewis. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. Voilà. Les 2 futurs champions du monde sont chez Ferrari. Hein. Ben oui. Ils ne sont pas biaisés du tout. So box. Alors, mon coup de cœur, moi, de mon côté, c'est aussi du côté de Ferrari, mais du côté de Carlos Sainz. D'habitude, je l'ai gratiné assez. Là, j'ai été plutôt très agréablement surpris par les performances de Carlos. Il a fait preuve vraiment d'une force remarquable après l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton en début de saison. Ça aurait pu démoraliser plus d'un. Il a gardé sa motivation. Il est resté très propre envers son écurie, envers son coéquipier, malgré les coups de gueule de Leclerc. Il a joué plutôt la carte de l'équipe. Moi, j'ai trouvé vraiment son attitude remarquable. Et puis, souvenez-vous, il a loupé le second Grand Prix pour des problèmes d'appendicite. Il a été remplacé par Oliver Biermann. C'était le nouveau prodige de la F1 qui terminait 7e, donc il était vraiment au fond du trou. Et puis derrière, il enchaîne avec une victoire en Australie. Donc vraiment une super saison de Sainz. On en reparlera dans la prospective et de ce qu'on va annoncer pour l'année prochaine. Moi, mon moment un peu, c'est pas un bon moment, mais le moment qui m'a le plus marqué de cette saison, c'est en début de saison. C'est l'affaire Horner Gate, et non pas ce que dit Laurent, qui a vraiment failli imploser l'écurie. Hein, et puis sa communication, souvenez-vous, il a fait venir son épouse lors du Grand Prix suivant en Arabie Saoudite. Ça devait être une épreuve terrible pour elle. Elle a tenu comme l'écurie qui n'a pas implosé. Et là, personnellement, quand on voit aujourd'hui, par les temps qui courent, comment ces histoires se tournent toujours au vinaigre, comment il a réussi à redresser la barre. Et finalement, Max est champion du monde. Moi, je dis chapeau, parce que voilà, je ne sais pas quelle sera la finalité de tout ça, si ça va être encore des épisodes l'année prochaine. Mais je pensais que Horner était condamné à partir du moment où voilà, on avait mis le doigt dans le pot de confiture. Voilà, j'étais vraiment très agréablement surpris pour Red Bull qu'ils arrivent à s'en remettre malgré tout. On passe au flop de l'année et avec toi, Justine. C'était pas Alonso ton coup de cœur? Non. De 2024. Ce sera l'année prochaine. J'attends mon heure. Très bien. Attention. Hein. Je peux sortir les cartons jaunes. Hein. Mais je ne l'ai pas. Non, on va en reparler après. Mon flop de l'année, c'était plus les pénalités constantes de la FAA. Et évidemment, le manque de consistance à chaque fois. Il y a eu énormément d'amendes. Il y a eu vraiment des décisions qui ont été prises qui, je pense, ont vachement impacté la donne à chaque fois dans les qualifs, dans les sprints, dans les courses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de continuité dans la gestion des pénalités de la FIA. Hein. Dans le terme de comité de gouvernance, de pilotage, il y a vraiment quelque chose il manquait d'objectivité et on ne savait pas à quoi s'attendre. Il y avait vraiment, ça a changé la donne, comme j'avais déjà dit, en termes de communication aussi entre pilote et équipe. Et on a vu des pénalités qui n'avaient pas de sens. Max qui a perdu une pole, mais il aurait même pu perdre plus de place à mon avis. Parfois, c'était 5 secondes, 10 secondes de pénalité. Enfin, il n'y a pas vraiment de cohérence sur ça. Donc là, un goût un peu amer sur ça. Et puis Alpine, je pense, qui a été un peu Désolé, Guillaume. Une déception, parce que je pense qu'avec les moyens financiers, les ressources qu'ils ont techniques, il y aurait peut-être pu qu'on en dise. Qui aurait pu peut-être être meilleur que ce qu'ils ont fait. Et puis avec ce goût amer, évidemment, de Esteban Ocon qui est parti à la fin, mais je ne reviendrai pas dessus. Laurent, ton flop de l'année? Mon flop de l'année, c'est un peu le même, hein, mais moi, je cible, je dis, c'est la FIA. La FIA, moi, j'ai du mal à encaisser le 12 décembre 2021, hein, où ils ont volé le 8e titre à Lewis Hamilton. Et il sera encore plus beau chez Ferrari l'année prochaine. Non, je dis juste que quand quelque chose... Est-ce qu'on peut mettre un carton sur ça, parce qu'on parle de vol pour la FIA, pour un titre gagné légitimement par Verstappen. Tu as le droit de mettre carton rouge, hein. Moi, je suis assez d'accord avec Laurent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vu quoi qu'il en soit, Toto a été interviewé et il a très très bien répondu. Je trouve que l'interview de Toto sur ce point-là précis, il dit les deux méritaient de gagner, mais ça a été un vol. La façon dont ça s'est fait est inacceptable. Au niveau sportif, les deux méritaient de gagner, il n'y a aucun doute. McLaren était meilleur, Red Bull était meilleur au début, on était meilleur à la fin, ou l'inverse. Il explique bien avec des détails et tout, mais il dit la façon dont ça s'est fait est inacceptable. Et donc moi je me suis dit qu'après... Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas laisser... Non, il y a plein de choses. Il y a au moins trois décisions mauvaises enchaînées qui ont été prises sur le rattrapage des tours, le fait de ne pas finir sous drapeau jaune, le fait de ne pas finir vers la... Normalement, ils devaient finir sous drapeau jaune. C'est ça le règlement. Tout à fait. Ils auraient dû terminer mais c'est pas ça, je reviens pas en arrière. C'est la voiture de sécurité 2 tours avant la fin d'un Grand Prix. Ça n'existe pas en histoire de la Formule 1. Encore une fois, je juge le présent, et ce que je me suis dit, c'est que suite à cet événement, j'avais l'espoir qu'une institution qui avait fait une telle connerie se dise, tiens, on va vraiment
à un moment donné, trancher et faire que nos décisions soient plus claires, soient plus compréhensibles, ne serait-ce que pour la beauté du sport, ne serait-ce que pour... et en fait, que dalle. C'est-à-dire que les décisions... On a eu des pénalités, un coup 5 secondes, un coup 10 secondes, je les distribue comme ça. D'une course à l'autre, on a toléré des choses pour Verstappen, et ensuite on l'a blâmé les courses d'après, mais du coup on comprenait pas parce que c'était pas normal, le montant des pénalités n'était pas le même d'un pilote. Et je trouve ça chiant. Voilà, je trouve ça désagréable. On parle du pinacle du sport automobile. On parle de l'excellence absolue, quoi. Les mecs, ils roulent à 300 km/h et vous verrez les images tout à l'heure comme c'est dur avec toutes les aides qu'on a pu avoir sur le volant, comme c'est dur de rester en piste. Et en fait, l'autorité qui encadre ça, c'est-à-dire qui est tout en haut, eh ben, elle est pas capable de dire on a des règles qui sont simples, qui sont compréhensible et on les explique. Non, je boxe pas, tu m'emmerdes. Guillaume. Ouais, je vais réagir parce qu'à chaque fois j'entends la FIA et il y a toujours des critiques contre la FIA et c'est toujours les mêmes arguments qui sont ressortis ici. En fait, on n'aura jamais d'harmonisation. Quand il y a un règlement, il y a toujours de l'humain derrière. Donc tu auras beau en fait critiquer à longueur d'émission la FIA, ça ne changera pas. Dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura toujours les mêmes débats. Et je vais te dire, tant mieux. Parce qu'on en discute, ça crée de l'incertitude, du suspense. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a un cadre réglementaire, mais il y a des personnes derrière qui vont toujours interpréter ce cadre et tu ne pourras jamais avoir ton harmonisation parfaite des règles. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrive dans aucun sport. Dans aucun sport, ça n'arrive. Et je rebondis sur ce fameux 12 décembre 2021. Alors évidemment, Laurent n'est pas la personne la plus objective pour débattre de cet événement. Il y a quand même un champion du monde 2021, c'est Max Verstappen. Alors évidemment, Toto Wolff n'est pas non plus le plus objectif pour en débattre. Et je pense qu'il faut qu'on arrête côté Hamilton de toujours ressasser ça. Dans l'histoire de la F1, il y a toujours eu des événements comme ça, des faits hasardeux. C'est un fait de course. Et pour le spectacle, la F1 aujourd'hui est un spectacle. Et je défends Michael Masi parce que la décision qui, je pense, t'emmerde le plus, c'est quand effectivement il a permis un tour avant à tous les pilotes retardataires de passer devant. Non, il a pris 3 mauvaises décisions. Il en a pris une, il en a pris 3. Oui, non. Il en aurait pris qu'une, je t'aurais dit, c'est une erreur. Non, il en a pris 3. Laisse terminer, Guillaume, tu répondras après. Non, parce que la safety car elle est légitime, tu vois. C'est normal qu'on la sorte. On a juste voulu, à un moment donné, en fait, si elle est légitime, bien sûr que si. Mais on ne sortait pas. On n'a jamais fait sortir. Il restait 3 tours. On n'a jamais fait sortir de safety car de tour de la fin. En 2021, c'était la quintessence de la F1 spectacle. Et on voulait avoir un tour. On voulait que le championnat du monde 2021, l'un des plus beaux de l'histoire, ne se termine pas sous. Alors on met le drapeau rouge, on change des pneus à tout le monde et on laisse. Et si jamais Hamilton avait été devant, il y aurait eu la même décision. C'est tout. C'était une décision pour le spectacle de la F1 et pas contre Hamilton. Alors officiellement, s'il a été et Michael Masi l'a reconnu, c'est qu'il a été influencé par la pression de Red Bull et que par la suite la FIA parce que Toto Wolff n'avait pas pression. Mais en tout cas, Red Bull a su la mettre plus il l'a reconnu et depuis maintenant les teams principaux ne peuvent plus communiquer directement par la FIA. Il y a quelqu'un qui fait filtre. Allez, on ne va pas revenir à Mathusalem. Je regarde la série Prost sur Canal, remarquable sur le parcours d'Alain Prost et de sa fabuleuse carrière. Il revient encore sur les faits comme quoi il a été volé plus d'une fois du temps où il était chez McLaren avec des moteurs Honda. Ça fait partie de la F1. Mais là, il s'agit de l'arbitre. Et on sait que dans d'autres sports, les arbitres... Moi, ce n'est pas la décision d'arbitrage que je regrette. C'est la non-constance de la décision d'arbitre. Il l'aura jamais. C'était ça, mon frère. Et je dis, des sports où il y a des professionnels qui sont toujours les mêmes. Comment il s'appelait l'ancien patron de la FIA, Eric? Il y avait une certaine constance. Max Mosley ou Balestre? Non, tu sais, Jean Todt. Qui est décédé en Australie il y a quelques années. Pas le patron de la FIA, le patron sur circuit. Patron sur circuit, tu sais. Oui, qui est mort. Charlie Whiting. Quand Charlie Whiting, il y avait une constance. Voilà, bon, bref. Eric, justement, on est avec toi. Quel est ton flop de l'année? Alors mon flop est un petit peu différent. Alors j'entends tout ce que vous dites et je suis d'accord, mais moi je vais quand même lever un point, c'est la gestion de cette fameuse 11e écurie et j'ouvre un peu une boîte de Pandore là, parce que j'ai eu la chance de connaître aussi cette époque en F1 où il y a eu 3 écuries qui avaient été acceptées à l'époque. Il y avait HRT, il y avait Lotus, il y avait je sais plus Marussia je crois. Et rien n'avait été fait pour les accueillir. On leur avait promis des petits budgets qui se sont transformés en gros budgets. Et au final, en fait, je me rappelle le stress pour certaines écuries à l'époque. Si tu marquais pas de points, tu sortais du top 10, tu n'avais plus les revenus de la F1. Et donc, tu étais amené à disparaître.
Et là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la même chose. Donc, il y a eu effectivement un gros coup de pression politique pour accepter cette 11e écurie. Mais on ne parle pas des conditions dans lesquelles ensuite la F1 va évoluer, la distribution des revenus, comment elle va être fixée. Ce qui veut dire qu'une écurie comme Cadillac, qui aura forcément des gros moyens, pourrait mettre en danger des équipes comme Williams ou autres qui sont plus petites, on va dire, à terme. Donc voilà, et ça, ils n'en parlent pas, et j'espère que la F1 ne va pas oublier ça. Voilà. C'est un peu une surprise, cette arrivée de Cadillac, puisqu'il y avait un nom catégorique du côté Liberty Media. La FIA, elle, était pour. Un nom catégorique des autres écuries, et apparemment, toutes les planètes se sont alignées. Comment on explique ce revirement ? On l'explique parce qu'effectivement, il y a eu des dépôts de plainte au niveau notamment du Congrès américain. Et après, il y a eu effectivement une énorme pression sur Andretti, Michael Andretti notamment. Et là, il y a quelques jours seulement, ils ont changé le nom de l'identité. Donc, ce n'est plus Andretti du tout, ça disparaît. Donc, maintenant, je crois que c'est Cadillac Racing. Il n'est plus et donc, voilà, donc c'est vraiment, on a nettoyé un peu le sujet, mais je trouve que c'est quand même pas très élégant, on va dire, la manière dont ça a été géré. Et c'est un peu inquiétant quand on a un business qui génère plusieurs milliards de dollars de revenus, qu'on se retrouve imposé d'avoir des acteurs supplémentaires qui vont aller à l'encontre du business model. Donc c'est quand même, je trouve ça un peu inquiétant. Voilà. Cadillac, donc, qui va arriver en 2026. Avec un moteur Ferrari. Avec un moteur Ferrari dans un premier temps, et qui s'engage à produire son propre moteur par la suite. Alors qu'il devait avoir un moteur Renault, je ne sais pas si tu as vu, mais bon. On va en parler. Il devait avoir un moteur Renault, oui. Ouais. Et effectivement, reste à savoir comment les autres écuries vont partager ce butin de fin de saison avec une 11e écurie, donc Cadillac. Parlez de Renault, Guillaume, justement. Oui, c'est mon flop de l'année. Alors évidemment, c'est l'amoureux d'abord c'est le français, le patriote français, l'amoureux de la France qui parle. Moi, mon flop, c'est évidemment l'abandon du moteur Renault et la fermeture de Viry, côté Formule 1. Alors, je sais, je comprends les réalités économiques et financières. Je sais que Renault va gagner entre 80 et 100 millions d'euros par an, économiser, on va dire, sans ce moteur. Mais tu parlais de Prost. J'ai regardé aussi les premiers épisodes, et ça nous a permis de reparler du moteur turbo, de Renault, etc. Et des grandes heures de la F1 avec Renault. Donc c'est mon flop. Et voilà, je suis très déçu de ça. On en a beaucoup parlé. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour le sport français, pour le sport automobile français, pour l'histoire de Renault dans ce sport. Et puis effectivement, mon petit flop après, c'est la gestion d'Ocon à la fin de la saison. Mais je dirais d'abord le moteur et puis ensuite Ocon. Mais c'est les deux moments durs de la saison. Flavio Briatore, c'est ça? Briatore ou autre, c'est pas grave. Briatore, c'était un instrument. C'est pas un décideur, c'est un instrument au service de la politique mis en place par le KDMO. Donc Briatore, c'est un pantin entre guillemets. Et juste. Moi, tu m'as pas donné mon coup de cœur, le moment de la saison. Ah, pardon, c'est vrai, on n'a pas parlé. Vu qu'on parle de Renault et d'Alpine, moi, c'est comme Justine. C'est évidemment le Grand Prix du Brésil, qui a été en fait déjà le plus beau Grand Prix de la saison. Voilà, je pense faut le dire quand même. Et là, au-delà d'Alpine, je pense que c'est le plus beau. Conditions météo difficiles. Passionnant. Rebondissement le plus passionnant, le plus beau. Voilà. Il aurait pu gagner Ocon. Moi, j'étais persuadé qu'il est passé à 2 doigts de la victoire et vraiment d'un exploit extraordinaire. On est quand même dans une émission ici tournée à Paris, en France, avec beaucoup de Français. Pour l'instant. Donc, le plus beau moment de notre saison à tous et de refait la F1, c'est évidemment le doublé Alpine sur le podium 2 et 3. Donc, bien sûr, et la cerise sur le gâteau Verstappen. Mais non, c'est le doublé Ferrari. Christophe, à propos de Ferrari, ton flop de l'année. Pourquoi à propos de Ferrari? Parce que tu es fan de Ferrari. Oui, effectivement, mais mon flop, c'était plutôt Pérez cette année-ci. Pérez, et pas tellement Pérez en lui-même, mais vraiment Red Bull également. Effectivement, un Pérez qui ne gagne pas. Un Pérez qui ne gagne pas, un Pérez qui continue malgré tout dans l'écurie qui est normalement l'écurie la plus polarisée au niveau de sa prise de décision. Donc habituellement, en fait, un pilote reste pas comme ça. Quand il performe pas, il reste pas. Et donc j'ai vraiment à chaque course ou presque, en fait, je me suis dit c'est la dernière course qu'on le voit. Et puis non, ça a perduré. Pour moi, ça a été vraiment, j'imagine, très difficile pour le pilote.
Ça a été, à mon avis, difficile pour Max aussi, dans le sens où, oui, il avait de l'espace en termes de premier pilote, mais par contre, à côté de ça, lui seul, en fait, il n'a pas pu faire gagner l'écurie. Oui. Et ça, c'est un peu étrange, en fait, de la façon dont ça a été fait. Oui, il y a eu aussi toute cette histoire autour de Red Bull dont tu parlais, Olivier, avec juste une petite chose quand même. En fait, je trouve que Jerry Halliwell, pour moi, c'est celle qui s'en est sortie en grande dame, en fait, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais avoir son mec, en fait, qui s'est exposé et qui se fait éclater publiquement comme ça, en fait, alors que c'est une histoire de couple. Je trouve qu'elle est restée hyper classe et elle a pris dans sa communication, en fait, je trouve que la maturité n'a fait qu'augmenter, donc bravo à elle. Donc quand j'en suis en train de parler de Red Bull. Et donc pour en revenir à Pérez, oui, je suis vraiment particulièrement étonné, en fait, qu'ils sont restés jusqu'à la fin de la saison. Et je trouve ça très décevant aussi, en fait, que Red Bull ne lui dise même pas au revoir, en fait, finalement. Pour l'instant, officiellement, il est toujours là, on est bien d'accord. Ouais, bon, ok. Tu veux vraiment parler? C'est même pas qu'au revoir, c'est qu'une écurie comme Red Bull devrait aussi avoir les moyens de soutenir ses pilotes plutôt que de les enterrer. Et là où je suis extrêmement d'accord avec toi, puis là je vais faire un peu mon journaliste gala, c'est quand même que quelqu'un a pris la décision de garder Pérez et au final l'écurie a fini 3e du championnat et au passage elle perd 40 millions de dollars de revenus. Là normalement, il y a des têtes qui doivent sauter normalement, non? Oui, si c'est Christian qui a pris la décision, il n'est pas prêt de sauter. A priori. Et donc, ça a été vraiment très particulier. Finalement, en fait, celui qui a brillé, c'est sans doute les gens techniques chez Red Bull et puis Max. Mais à côté de ça, le reste, ça a été un petit peu chaotique, on va dire, un peu particulier. Et je trouve que même si Pérez n'a pas réussi cette année à nous persuader, il ne mérite pas un départ comme celui-là, en souterrain, en sous-marin, on l'appelle comme on veut. Mais c'était quand même très, très particulier, je trouve. Donc, a priori, pour le remplacer, ce serait plutôt Liam Lawson l'année prochaine. J'aurais aimé que ce soit Tsunoda. J'aime beaucoup Yuki Tsunoda, mais malheureusement, les rumeurs confirment que ce sont Lawson pour multiples raisons, notamment le tempérament, notamment sa performance en tant que rookie, sa stabilité, sa manière de communiquer avec les ingénieurs, mais bon. Yuki Tsunoda qui a fait des essais à Abu Dhabi. Exactement, qui était assez prometteur. Et un pilote Honda. J'aime beaucoup Yuki, mais qui est un peu plus agressif comme Max. La bonne nouvelle, a priori, c'est que ça permettrait à un Français de rentrer dans la danse. Et nous aurons 3 pilotes français normalement sur la grille en 2025. Avec Adjar chez la première bonne nouvelle de cette saison. La première bonne nouvelle. Allez, on termine par donc Camille. Quel est ton flop de l'année? Mon premier flop, je dirais, c'est mon flop, c'est encore un peu plus précis que ce qui a été dit sur les commissaires de piste, la FIA. Moi, je pointe le boss, quoi. C'est Mohamed Ben Sulayem. On va calmer Laurent. Hein. Voilà, je suis le mal-aimé. Oui, t'es mal-aimé, mais parce que tu cherches à être le mal-aimé, qui tape sur les épaules de tous les pilotes, qui lui tourne le dos, qui dit qu'il est pilote. Oui, je voudrais savoir quel genre de pilote il a été, mais non, vraiment, c'est dramatique. Et je n'aspire qu'à une chose, c'est que ce soit rapidement la fin de son mandat, parce que vraiment, c'est sans doute pour moi un des plus mauvais patrons de la FIA ever, quoi. Voilà. Une chose que... Comment ? Eric. Au plaisir de te décevoir. A priori, pas gagné. Les rumeurs en interne, en tout cas, disent qu'il n'y a personne qui se positionnera en face pour l'instant. Donc, il risque d'être réélu par faute de compétiteurs. Faute de combattants. On verra bien. Hein. Et surtout, il a mis plein d'alliés autour. Donc. Eric, c'est le moment d'y aller, Eric. Hein. Eric, on est tous derrière toi. On lance une rumeur. Moi, je suis plutôt t-shirt, quand même. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir mon flop? Attends, il n'a pas fini, Camilo. Je voulais faire un commentaire par rapport au flop d'Eric par rapport à Cadillac. Je suis d'accord avec Eric sur la partie de dire on les fait rentrer alors qu'on ne modifie pas la répartition. Qu'on fasse rentrer Cadillac, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est la mondialisation de la Formule 1. Il y a l'américanisation de là. Comment ? La force des États-Unis aussi. Ben voilà, c'est les États-Unis. Moi, je souhaite que bientôt il y ait 1 ou 2 grands prix en Afrique et que la Formule 1 continue à se mondialiser parce que c'est vraiment un bon move. C'est un gigantesque spectacle et plus elle sera mondiale, mieux nous nous porterons. Donc, je suis pour l'arrivée de Cadillac, mais je suis aussi pour l'arrivée que parallèlement à ça, il y ait effectivement un nouveau système de répartition. L'Afrique, tu penses à des destinations particulières ?
On parle du Kenya. Je ne sais pas si on peut refaire Kalami. Comment? Il y a le Rwanda, apparemment, qui est en... Oui, le Rwanda ou le Kenya, je ne sais plus. Oui, on parle du Maroc, on parle aussi de l'Afrique du Sud. On parle de l'Afrique du Sud, mais enfin, ça, c'est un peu l'éléphant de mer. Hein. Ça revient tous les X temps, donc il y a peut-être un Maroc problème. aussi. Le Maroc, et le Maroc, c'est ce que je disais, mais Maroc, personne n'a saisi la balle au bon, mais ce n'est pas grave. Et toi, alors? Voilà. Donc, voilà. Mon côté, mon flop de l'année, c'est la saison, on peut le dire, ratée. Je vais m'auto-flageller d'Aston Martin, comme quoi je sais reconnaître les erreurs de mes écuries fans. Après les résultats vraiment encourageants l'an dernier et les podiums brillants de Fernando Alonso l'an passé, Aston a franchement régressé, n'a pas su retrouver cette dynamique qu'ils avaient l'année dernière. Ils ont complètement changé, encore une fois, l'équipe technique. Et surtout, heureusement, l'année prochaine, Adrian arrive, le plus grand ingénieur de la F1 de tous les temps. Et ça me réconforte un petit peu, mais c'est vrai que j'ai eu du mal pour mon petit Alonso cette année, et je pense qu'ils vont faire des étincelles. On en parlera dans un instant. Allez, je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième partie de cette émission, à savoir le pari de Ferrari pour Hamilton. Est-ce que ça va être le pari gagnant, le pari du 8e titre pour Lewis l'année prochaine? En tout cas, une chose est sûre, si on doutait de la motivation de Lewis Hamilton, le dernier Grand Prix nous a rassuré. Qui veut en parler? Allez, la parole au fan numéro 1 de Lewis, à savoir Monsieur Pantanach. Non, je pense qu'il a encore envie. Je pense que la grande crainte que beaucoup de gens avaient, c'était c'est dommage, il aurait pu finir en tant qu'ambassadeur Mercedes, mais je pense qu'il a laissé tellement de traces chez Mercedes que ça changera rien à l'image. Tu vois, les gens qui l'ont aimé chez Mercedes continueront à l'aimer. Je pense que c'est un coup de génie de la part de Ferrari. Économiquement, c'est gagné. Hein. De Fred Vasseur, on peut le dire. Oui, mais c'est Fred Vasseur et tout. Hein. C'est Elkann qui est arrivé à la fin, qui a fait le chèque. Hein. Oui, mais c'est Fred Vasseur qui l'a convaincu. Oui, mais on est d'accord. Mais tu vois, mais économiquement, c'est déjà une super réussite, puisque le simple fait d'annoncer son arrivée, le cours a monté de 3 milliards, tu vois, donc bon, tu vois, c'est déjà payé, quoi. Donc non, c'est un coup de... Moi, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir... T'as déjà le t-shirt? Ouais, c'est un cadeau de mes amis pour que je Lewis en rouge. Voilà, Lewis en rouge. Alors, je me tourne vers les autres fans de Ferrari, les autres tifosi, à savoir donc Camille et Christophe. Quel sentiment vous avez concernant la future cohabitation qui va s'installer avec Charles Leclerc? On sait que le pilote monégasque a eu par moments des réactions un peu énervées à la radio envers ses coéquipiers. Il n'y aura pas de problème. Vas-y Eric. Ça va être clé en fait. Franchement, ça va être clé. En fait, cette relation entre les deux pilotes va être fondamentale par rapport à comment va s'orienter les futures saisons de Ferrari. Est-ce que aujourd'hui, Hamilton va griller la priorité en fait à Charles pour les 2 prochaines années, gagner ses prix et puis s'en aller, je ne sais pas. Ou est-ce que Charles en fait va justement prendre de la bouteille, de la maturité tout d'un coup avec ce type de partenaire et partir à l'attaque en fait du championnat? C'est vraiment une question que moi je me pose en fait. Moi je ne m'en pose pas. C'est Fred qui va résoudre ça sans aucun problème. Voilà. Et comment? Parce que c'est un meneur d'hommes, ce qu'il n'y a pas eu nécessairement chez Alpine pendant un temps fou là. Tu vois. En fait, c'est marrant parce que l'argument de Ferrari, c'est toujours de critiquer Alpine dès qu'ils sont en difficulté. Ça pique. Non, mais pour être sérieux, quoi. Une des grandes qualités de Vasseur, c'est ça. C'est un meneur d'hommes, que ce soit par rapport aux gars qui sont dans l'écurie ou par rapport aux pilotes, quoi. Remarque quand même qu'il est parvenu à laisser motiver Carlos Sainz jusqu'à la fin de la saison, alors que Carlos aurait pu s'effondrer. Alors on dit oui, revanche Charles. Non, pour moi, il y a beaucoup de Fred Vasseur là-dedans. Voilà. Alain, est-ce que tu penses que Toto Wolff est un grand meneur d'hommes? C'est différent. Attends, moi je dirais que d'abord la question c'est Lewis chez Ferrari. Et je réponds à cette question-là. Et je dis, je pense que ça va être exceptionnel parce que Lewis va apporter sa patte. Il a ce niveau de champion du monde que n'a pas encore Charles. Et ça va faire beaucoup. Alors, l'aspect un peu pleurnicheuse de Charles à certains moments, là, il aura intérêt à rentrer ça tout de suite parce que ça va pas l'aider. Et je pense que Fred pourra gérer ça. Voilà. Je vais répondre à la question. Je vais répondre à la question sur Toto. Tu sais pourquoi j'ai parlé de ça? Non, mais très inquiet. Je te laisserai le dire. Vas-y, dis. Je vais te dire ce que je pense. Attention, je pense qu'on parle de 2 choses différentes. Je pense que d'un côté, on parle de quelqu'un qui a fait
tous les échelons du sport automobile à haut niveau, hein, Fred Vasseur, c'est-à-dire qui a commencé dans les basses catégories. Et donc, je pense que c'est un très bon meneur d'hommes au sens sportif. Et il a décidé. Je pense que Toto Wolff est un très bon manager. Le mec, il est du même. Hein, j'étais un mauvais coureur, mais c'est un très bon manager. Et je pense que Toto Wolff a structuré l'équipe à un moment où tout réussissait. Ils ont récupéré une pépite qui était une voiture qui marchait très très bien. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour la maintenir au top niveau. Ils l'ont maintenu au top niveau. Et on a vu qu'au moment où ça commençait à tourner mal, ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Ils sortent de quatre années quand même assez difficiles. Donc voilà, je vais laisser quand même Eric, parce que j'ai vu que Eric voulait dire quelque chose avant. Non, mais je sais que tu veux. Je peux distribuer la parole quand même, ou je ne sers plus à rien dans cette émission? Alors, on va laisser d'abord Justine, parce qu'elle voulait intervenir. Non, mais moi, je voulais juste dire que je sais que vous êtes très impatient de voir cette cohabitation, mais pour moi, ça va être du management d'ego. Et on a vu un Sainz qui savait quand même être un très bon coéquipier pour un Charles, à voir à quel point, quand on a deux leaders qui ont faim et qui savent pas en fait jouer ensemble, on a quand même deux personnalités hyper individualistiques et c'est un ça se dit pas. Non, c'est un sport d'équipe individualiste, pardon, mais j'ai envie d'épicer le truc. Et ça, donc non, je suis très curieuse de voir ça, parce qu'un Hamilton à côté de Charles, c'est quand même pas la même chose qu'un Sainz qui va le servir et qui va vraiment l'aider, qui va faire tampon. Ça va être un peu chacun pour soi, et à voir comment ça va jouer dans l'équipe, comment justement ça va être vraiment le rôle du principal, ça va être le rôle du management, et j'ai hâte de voir ce leadership, mais ça va être une leçon. Eric, ton sentiment, ça va être la 8e saison de Charles en F1, hein. C'est plus du tout un rookie, hein. C'est plus un rookie. Il a toujours dominé ses coéquipiers, que ce soit chez Alfa Romeo, Ferrari, Ericsson, excusez-moi du peu, Sébastien Vettel, hein, quadruple champion du monde, et puis récemment Carlos Sainz. Écoute, ce qui a été dit, c'était plutôt vrai. Hein. Je vais commencer par ce qu'a dit Justine. Oui, ça va être une guerre d'ego. C'est clair que Charles est chez lui. Il a toujours été dans la filière Ferrari. Donc, voir arriver le grand méchant loup, Lewis Hamilton, l'anglais qui a tout gagné, forcément, ça va être très compliqué à gérer. Après, je rejoins Alain. Je connais Fred depuis des décennies. Et c'est peut-être sans doute même le meilleur qui pourra lui gérer ces deux-là. Parce qu'il connaît aussi l'entourage, que ce soit le management de Charles Leclerc ou les autres. Et je pense que ouais, c'est le meilleur qui pourra y arriver. Après, il y a le seul petit bémol, ça va être est-ce que Lewis va, malgré sa motivation, va s'adapter, parce qu'il va falloir quand même que après avoir été quand même chouchouté chez McLaren et encore plus chouchouté chez Mercedes, il va falloir que lui s'adapte, et c'est ça le seul petit bémol que je vois. Voilà. Et au-delà, un Anglais en Italie, est-ce que tu n'as pas peur que la greffe ait du mal à prendre? Ils mangent tous des pâtes, donc ça va, t'inquiète. Non, la vraie difficulté, difficulté, c'est quand même, est-ce que Hamilton va être bon d'entrée de jeu ou pas? Moi, je pense que ça va se jouer là-dessus, le rapport de force. Parce qu'en fait, finalement, on l'a tous dit, hein, Leclerc, il joue à domicile, hein, il parle parfaitement italien, il vit de Monaco, il est juste à côté, tu vois, il a une culture très, très italienne. Ouais. Alors que pour un Lewis, c'est autre chose. Et est-ce que Lewis, finalement, dès sa première année, Lewis, il vient pour son 8e titre, hein, celui qu'on lui a volé à Abu Dhabi. Moi, ça me fait penser au Christophe qu'on voit à l'écran. Ça me fait un peu penser, pour les plus anciens d'entre nous, à l'inverse, l'arrivée de Prost chez McLaren avec le vieux de la vieille qui était Lauda qui recherchait son dernier titre, qu'il a décroché. Et on sait que Prost a énormément, il l'a dit encore dans son documentaire, appris à ses côtés cette année-là, une passation de témoin. Tu crois à cette passation de témoin si les planètes s'alignent l'année prochaine pour Hamilton? Alors je vais revenir sur ce débat. Je pense que... Ce serait bien de répondre à ma question aussi. Alors, je vais répondre en mentionnant quelques points. Oui. Je vais vous donner mon analyse. En fait, je pense que la plus grande difficulté, ça va être effectivement la cohabitation de deux égos qui veulent absolument être champion du monde. Hamilton, le gars, il vient chez Ferrari, pourquoi? Bon, c'est pas un coup de génie, hein. Le gars vient terminer sa carrière chez Ferrari. Panache, quand même. Non, mais il faut arrêter les... Non, mais c'est... Connaissance de... Non, mais c'est pas un truc de Ferrari génie. C'est le gars connaît Vasseur. Bon, bah, très bien, il en a profité. Le gars, en fait, veut terminer sa carrière dans la plus grande prestigieuse écurie. Il y a rien de foufou. Ils ont l'argent. Mais le gars vient pourquoi? C'est pas chez Sauber, c'est pas chez Non, mais le gars vient pour le gars vient pour être champion du monde une 8e fois et être le plus grand pilote de l'histoire au nombre de titres. Oui. Fine. Il vient chez une écurie où il y a Charles Leclerc. Le mec il attend quoi? Il est chez Ferrari, il a gagné des grands prix. Il veut qu'une chose, être champion du monde pour la première fois. C'est son but. Il est en phase montante. Donc vous avez en fait la cohabitation
de deux gars qui veulent qu'une chose, être champion du monde. T'as beau être le meilleur meneur d'hommes du monde, t'as beau être Fred Vasseur. Alors bien sûr, ce sera peut-être moins pire avec Fred Vasseur qu'avec Wolf ou un autre. Oui. Mais vous ne pourrez pas, si la voiture fonctionne bien et qu'elle est en capacité d'être champion du monde ou d'offrir le titre à ses pilotes, vous ne pourrez pas éviter une guerre d'ego. Jamais Hamilton ne se passera pour Leclerc et vice-versa. Et juste, je termine en disant quoi ? Hamilton, le gars, à chaque fois qu'il a été dominant, ça s'est bien passé. À chaque fois qu'il était dans une écurie en concurrence avec une pilote, ça s'est mal passé. Alonso chez McLaren, Rosberg chez Mercedes. Le gars ne supporte pas, en fait, moi je me rappelle toujours de la casquette lancée à la cool room à Rosberg. C'est la guerre psychologique. Je ne lui ai pas pardonné. Non, je rigole. Il se transforme en Laurent Pantenac. Il veut son commentaire négatif. Il couperait ça au montage. Il faut le pardonner. Non, on ne coupe rien au montage. Mais honnêtement, voilà, je trouve que... J'espère pour Ferrari que ça se passera bien et je suis pessimiste. Christophe, pour conclure. Oui, écoute, c'est ce que je disais. Moi, je pense que malgré tout, Sainz avait quand même aussi un ego, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. On l'a vu à la fin de la saison et donc malgré tout, en fait, je pense que Sainz, s'il pouvait brûler la priorité à Charles, il l'aurait fait également. Ici, donc, on va peut-être pas trop sortir en fait de cette guerre d'ego malgré tout. Et puis, ils sont tous des pilotes de Formule 1, n'oublions pas quoi. Donc, moi, je suis assez. Je vois un peu quel type de manager peut être Fred Vasseur. Et je suis assez persuadé par ce que Eric nous disait, à savoir que Fred est sans doute le seul à pouvoir gérer par l'émotionnel, créer de la complicité avec ces gens et donc pouvoir faire passer des choses en fait. Donc moi je pense que ça va être bien pour Ferrari parce qu'en fait déjà pour le titre constructeur et puis deuxièmement si la compétition a lieu en interne chez Ferrari en fait et se joue sur la dernière course, moi ça me va aussi. Allez, il n'y a pas que Ferrari dans la vie, il y a d'autres écuries qu'attendent de 2025. On en parle dans ce prochain chapitre. Première constante pour cette année 2025, c'est que c'est une année des rookies. A commencé, Laurent, par l'arrivée chez Mercedes de celui qui, on ne remplace pas, mais qui succède à Lewis Hamilton, à savoir Andrea Kimi Antonelli, un Italien de surcroît. Laurent, pépite. Ouais. Non, ça met surtout Russell dans une autre position. C'est-à-dire qu'il a, tu vois, il devient le senior. La ressemblance avec Ayrton Senna est quand même très troublante. Très, très troublante. C'est fou. Ouais, mais il y a plusieurs pilotes qui ressemblent à Ayrton Senna. C'est ça qui est marrant. C'est pas le seul à ressembler. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Non, je pense que ça va amener du sang neuf. Après, aujourd'hui, les temps autour qu'il a pu faire, même si c'est craché quand il a fait les essais, étaient assez impressionnants. Donc on va voir, mais tu vois, Birman a été impressionnant sur les résultats. On va en parler. Eric, concrètement, Antonelli, c'est la première fois que Mercedes titularise directement dans l'écurie mère, je dirais, un rookie. Il fallait passer par chez Williams, comme l'a fait George Russell auparavant. C'est vraiment une pépite, cet Antonelli. Oui, c'en est une. En tout cas, de tout ce qu'il a pu faire dans les catégories juniors, mais aussi lors des essais privés qu'il a eu avec Mercedes, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé qu'il avait une pointe de vitesse qui est assez hors norme. Après, voilà, l'adaptabilité à une grosse écurie comme celle-là, ça va être compliqué, même s'il connaît déjà les gens de l'intérieur, même s'il est protégé par Gwenaël Lagru qui gère les jeunes pilotes chez Mercedes ou même Toto Wolff. Ça va être la gestion de la pression, comme on dit, pas prendre la grosse tête. Donc ça va être effectivement extrêmement compliqué pour lui. Mais effectivement, a priori, c'est quelqu'un qui... Tu parlais de ses essais à Monza, notamment quand il s'est craché. C'est lui qui, tout le week-end, a eu le passage de vitesse le plus rapide, en tout cas dans Ascari, alors qu'il a fait que quelques tours en practice 1. Donc voilà, apparemment, donc oui, a priori, quelqu'un qui a un talent énorme, à savoir si maintenant il va le capitaliser pour être champion. L'autre rookie qui a beaucoup fait pour lui en début de saison notamment, Justine, c'est Oliver Biermann qui arrive chez Haas aux côtés d'Esteban Ocon. Exactement, et qui a donc été le premier pilote à débuter directement en Grand Prix chez Ferrari. Et je crois que je le précise en entrée, mais c'était la première fois depuis 1972. Avant, c'était Arturo Mezzario. Elle a travaillé. Et là, j'essaie de préparer mes notes, mais non, on a vu que dès qu'il est arrivé, il a fait une très bonne performance, vu qu'il s'est situé dans les points. Il était, on en a parlé, mais 7e en Arabie Saoudite, et ensuite il était 10e en Azerbaïdjan, et c'est quand même le plus jeune pilote de l'histoire de la Scuderia Ferrari. C'est remarqué à 18 ans ce qu'il a fait. Oui, pardon.
Je vais juste ajouter un point sur ce truc. Ça va dans notre joie collective de dire que cette saison a été exceptionnelle. En fait, il a gagné avec 2 équipes différentes. C'est ça qui est marrant. Et il a planté les logiciels de pas mal de sociétés de statistiques parce qu'en fait, il n'avait pas été prévu qu'un pilote. Donc, il était prévu qu'un pilote puisse arriver ou partir, tu vois, comme par exemple Richard qui vient et qui repart, tu vois. Mais par contre, qu'un pilote vienne dans 2 équipes, marque des points dans 2 équipes, il a fait même planter les statistiques de l'application Formula One, où ils ont dû faire une adaptation à un moment donné parce que voilà, c'est assez marrant. Les ferraristes, les tifosi qui nous restent, à savoir donc Camille, on embrasse Pépone qui est retenu à Rome cette semaine, et Christophe, vous voyez un avenir en rouge pour le petit Oliver Biermann? En tout cas, clairement, c'est fou à quel point Biermann ressemble de près et de loin à Charles, je trouve, en fait. Dans son approche, effectivement, en fait, il est très impressionnant parce qu'il est arrivé, on l'a prévenu quelques heures à l'avance, en fait, et il a fait une course de Formule 1, le gars, quoi. On le voyait passer sur les vibreurs, en fait, sa Formule 1 décollait. Oui, je trouve qu'il a été brillant, en fait, de ce côté-là. Il a continué à être brillant par la suite, ce qui n'est pas donné à tous les pilotes, malgré tout, parce que souvent, on est bon sur une seule course, en fait, on n'est pas de tout le monde, et puis après, ça s'effondre. Ici, ça continue, visiblement. Donc, moi, j'ai bon espoir, en fait, franchement, que ce pilote puisse rester en rouge, en fait, et poursuivre son avenir, peut-être, après Lewis. Ouais. Du côté de Camille, rien à rajouter ou encore de Derek à ce sujet? Forcément, il a fait le boulot. C'est un pilote qui était aux avant-postes en F2. Un petit peu, je dirais pas très constant, on va dire en F2, mais c'est quand même un pilote qui va très vite. Donc, et ce qu'il a fait, surtout, comme l'a dit Christophe, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Être appelé comme ça quelques heures avant, voire même au petit déjeuner, je me rappelle bien. Ouais. Et on lui dit, tu vas pas dans le paddock F2, tu viens directement en F1 et tu vas rouler pour Ferrari en plus. Donc c'est quand même un mythe. Donc clairement, ce qu'il a fait était exceptionnel. Donc il méritait. Je crois qu'il a vraiment mérité. Est-ce qu'il sera en rouge un jour? Arabie Saoudite. On va déjà se contenter de notre Lewis et de notre Charles, on verra ensuite, quoi. Autre rookie chez Alpine cette fois, Guillaume, Jack Doohan qui va remplacer donc mon chouchou. Voilà, l'un de mes chouchous. Mais oui, on a déjà passé la déception de voir Ocon partir de l'écurie, parce qu'on avait 2 pilotes français sur une voiture française et c'est assez rare. Donc je suis déçu de ça, mais maintenant on va accueillir comme il se doit Jack Doohan. On va essayer d'accueillir mieux Doohan que les au revoir à Ocon. Et puis on verra bien. Je connais pas trop ce pilote. En vrai, je connais pas trop. Fils de la légende australienne de la moto, Mac Doohan. Mais on a vu que la chance qui a été donnée en fin de saison. Non, mais ça veut rien dire. Il était 15e. Ça veut rien dire. Il pilotait une voiture poubelle qui n'avait pas les évolutions. Voiture poubelle. C'est comme ça que tu parles d'Alpine. Mais non, mais bien sûr, les évolutions ont été concentrées sur la voiture de Gasly. Oui, mais non, on va pas en fait le juger trop vite sur ça. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance, il n'y a pas beaucoup de pertinence. Ouais. Et puis on verra bien. Moi, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le premier pilote de l'académie Alpine à arriver en Formule 1. Donc ça montre aussi que notre attendait Piastri, mais Alpine j'ai tellement bien géré la situation. Bon, j'arrête de tourner le couteau dans la plaie. Oui, c'est pas très grave. En vrai, le fait que Piastri... Non, alors je veux te dire, en vrai, le fait que Piastri et Alonso soient partis, ça a permis d'avoir un duo de Français chez Alpine et ça me va très bien, ça me va encore mieux d'ailleurs. On a vu le résultat. C'est pas la faute des pilotes, c'est la faute de la voiture. Mais oui, on a vu l'un des meilleurs line-up et Gasly l'un des meilleurs pilotes du plateau. Je suis d'accord. avec toi. La surprise, Eric, c'est l'arrivée de Gabriel Bortoleto chez Sauber. C'est plutôt une surprise. On s'attendait plutôt au maintien de l'expérimenté Valtteri Bottas. J'adore Bottas. Ouais, c'est une vraie surprise parce que c'est un très bon pilote qui d'ailleurs est très discret, on va dire très humble. On en parle très très peu. Et effectivement, c'est un peu je crois qu'il connaissait aussi Mathias Binotto, donc c'est peut-être ce qui a favorisé des relations. C'est un pilote McLaren aussi, donc clairement, c'est une belle. Il est McLaren, mais c'est une très belle surprise en tout cas parce que ça donne une chance à un jeune qui a gagné la F2, donc il le mérite. Donc ça au moins ça confirme l'intérêt de la F2 pour la F1. Voilà, mais malheureusement, le dernier champion de F2 ne sera pas en Formule 1 cette année, à savoir Théo Pourchaire de l'année dernière, parce qu'il était aussi en lice chez Feu Alfa Romeo, alias Kick Sauber. On devrait avoir Hadjar également chez Red Bull, qui lui également est vice-champion du monde de F2.
Et il devrait arriver chez Racing Bull, autant pour moi. Voilà pour les rookies. Pardon. Ce sera encore mieux chez Red Bull. Mais j'aimerais bien... Tu voulais dire quelque chose? Non. Bon, tu voulais qu'il soit directement chez... C'est un private joke entre Justin et moi. Bon, d'accord. Red Bull, France, on s'entend. Donc, Camille, allez. Ouais, je voulais dire un dernier petit truc. Moi, ce que je trouve sympa aussi en Formule 1, c'est l'arrivée de tous ces rookies. C'est quand même très sympa. Ça fait quelques années où ça bougeait très peu. Et là, d'un coup, c'est la marée. Donc, je trouve ça super chouette. Ouais. On oublie un petit peu momentanément Colapinto, parce que moi, je trouve que si Berman a été exceptionnel dans son arrivée, Colapinto aussi. Donc, voilà. Mais on verra bien comment ça se passera. Je suis assez d'accord. Il est au plus cher, alors c'est arrivé quand? C'est pas gagné, apparemment. Apparemment, c'est pas gagné. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On lui souhaite, bien sûr. Voilà donc pour les rookies. Qu'attendre de 2005 pour les autres écuries? On va passer l'ensemble des écuries rapidement en revue. On commence par Alpine, mon cher Guillaume. Après une année, on l'a dit, cauchemardesque et difficile, l'écurie française a sorti la tête de l'eau en fin de saison, avec notamment une seconde et troisième place pour Ocon au Brésil. Et Gasly, comment tu les vois l'année prochaine? Écoute, je les vois un peu mieux que cette année, dans la continuité de la fin de saison. En termes d'objectifs, je pense que le minimum qu'on doit espérer, c'est au moins être dans le top 5. Donc là, prendre une place sur Aston Martin, parce qu'on était derrière eux au début, mais on était devant eux à la fin. Donc on termine 6e au constructeur, mais on est la 5e force en fin de saison. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de se rapprocher des 4 meilleures écuries. Il faut qu'on soit beaucoup plus proche en fait, des 4 top teams. Et puis le troisième objectif, c'est accumuler les podiums et pourquoi pas gagner un Grand Prix, comme on l'a fait en 2021 avec Esteban. Donc rappelons que Alpine abandonne le moteur Renault, mais pas l'année prochaine, ça sera en 2026. Et donc, ils seront encore motorisés par le moteur Renault, donc ils ne bénéficieront pas du regain de puissance que pourrait leur apporter le moteur Mercedes. J'ai confiance en l'ingéniosité de l'équipe technique d'Alpine et au savoir-faire français, au génie français tout simplement. Tu parlais d'Aston Martin, qui va accueillir l'année prochaine le prodige, l'ingénieur de F1 Adrian Newey. Est-ce que tu les vois faire un bond en avant, même s'il arrive sur le tard, mon cher Eric? Alors, bon, en avant, non. Je ne le vois pas encore tout de suite, parce qu'effectivement, il est arrivé tard. Et puis, il va falloir aussi constituer l'équipe autour de lui. On a vu que le fameux Dan Fallow ne restera pas, donc il va falloir reconstruire l'équipe autour de lui. Donc, il va falloir aller chercher d'autres personnes. Donc, je pense que l'effet Newey, s'il y en a un, ce sera en 2026. Ils vont bénéficier en tout cas de la nouvelle usine, ça y est, qui est terminée. La nouvelle soufflerie est terminée. Papa Stroll a vraiment dépensé sans compter. Qui veut intervenir? Pas de commentaire. Non, oui, on verra bien. Alors après, je pense que pour Newey, en plus, il y avait eu la période de 6 mois là, ou 9 mois où il était, il pouvait pas en fait travailler. Je crois qu'il va commencer en fait son poste en janvier 25. Jardinage, voilà. Pas officiellement, il peut pas travailler, mais tu peux envoyer un mail quand même, ça marche. Tu travailles de ton côté et partager tes notes. Ça n'aura pas un impact, à mon avis, rapide. Et après, pour Stroll, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Moi, je mets une petite pièce sur Aston Martin quand même. Une petite pièce. Mais non, sans blague. Chaque fois, Adrian Newey, c'est étonnant ça. Adrian Newey nous a fait le coup à chaque fois, voilà. Alors, du haut de pilote est conservé, Alonso. Je veux dire qu'il n'y a pas de discussion. C'est l'un des meilleurs de l'histoire, oui. Stroll, par contre, ça reste quand même le talon d'Achille de l'écurie, on est bien d'accord. Le Pérez de Aston Martin. Alors, tant que Stroll sera aux commandes de l'écurie, Laurence, Stroll, Lens sera dans la voiture. Il n'y a pas de bataille d'ego, là. On peut en être sûr. Il n'y a pas trop de bataille d'ego, ça va. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'éterniser sur Ferrari. On sait que l'effet Fred Vasseur commence vraiment à se mettre en place et même carrément monte vraiment presque à plein régime aujourd'hui. On a hâte d'être l'année prochaine. Un mot sur Haas, avec l'arrivée d'Ocon et l'arrivée d'Ibirman. Une belle équipe avec des jeunes, avec un talent confirmé. Et puis au-delà, une équipe technique qui se stabilise avec le Ayo Komatsu qui est devenu le team principal l'année dernière. Et puis un nouveau partenaire majeur. Toyota. Ouais, ils ont bien fini. Et eux aussi sont en dynamique comme Alpine. Et avec Ocon qui arrive, j'espère que ça va bien fonctionner pour eux, puisque ce sera, on va dire, ma deuxième écurie. Après Alpine l'année prochaine, ma troisième sera Racing Bull, puisqu'on aura évidemment 2 Français, respectivement chez Haas et chez Racing Bull. L'inconnu, Eric, c'est plutôt du côté de Kik Sauber. Je ne sais pas si ça s'appellera encore comme ça l'année prochaine ou ça va devenir tout de suite Audi. Je sais qu'Audi a pris beaucoup de retard, a beaucoup tergiversé, a viré pas mal de monde avec l'arrivée de Mattia Binotto à la direction PDG de l'écurie. C'est encore, le chemin va être long quand même. Le chemin risque d'être très long, et surtout ça va dépendre un peu de la motivation d'Audi à vouloir en faire un succès. Ils ont déjà commencé par se diluer avec l'arrivée de l'argent qatari. Après c'est la feuille de route qui vont se dessiner. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils avaient déjà demandé des dérogations pour pouvoir investir un peu plus que le budget de cap, mais ça a été refusé évidemment par les autres équipes.
Donc oui, la route va être très longue. On verra s'il y aura les mêmes refus pour Cadillac. C'est intéressant de suivre. Il y aura le même refus. Ouais. Laurent, Mercedes, avec donc le départ de Lewis et Russell qui devrait s'imposer, tu penses, en tant que pilote numéro 1 l'année prochaine? Ouais, sur le papier, oui. Après, sur le papier, oui. Mercedes, ça va être compliqué parce que je pense que, en fait, c'est une longue descente aux enfers. C'est une écurie qui a une culture de la gagne c'était inégalé, hein, 8 années de titres constructeurs d'affilée. Hein, personne n'avait fait ça. Mais en même temps, si je réfléchis, ils n'ont fait que 8 années. Donc, ils n'ont que 8 titres. Donc, en fait, ils sont arrivés, ils ont commencé à gagner. Et puis ensuite, ils ont arrêté de gagner. Donc, c'est pas des équipes qui ont été habituées à, entre guillemets, perdre. Donc, il a fallu l'apprendre. Je pense que ça peut être, effectivement compliqué cette période parce qu'ils sont 4e, tu sais, et tu le vois au pit stop, hein, parce qu'à chaque fois tu recules dans l'ordre des pit stops. Donc et là ils ont fini loin, ils sont 4e et ils sont loin, tu vois. Ce qui est plus frappant, Laurent, c'est cette inconstance chronique depuis 3 saisons. C'est-à-dire que la voiture peut être au top, un Grand Prix, puis nulle part le suivant. Non, et on a c'est assez incompréhensible. On a du marcelage qui revient sur certains Grands Prix. Au bout de 4 ans, ils ont compris. Non, mais tu te dis, ils ont enfin compris le marsouinage, et ben non, ça c'est pas compris. Donc non, je suis inquiet pour Mercedes. J'aimerais voir bien sûr Mercedes réussir, hein, parce que je pense que c'est quand même une équipe il y a des choses intéressantes. J'aimais bien cette espèce de noblesse dans l'écurie, tu vois, à la de gestion. On va voir, ça va être compliqué, je pense. Pour rester sur les écuries, hein, je parle bien d'écuries. Est-ce que vous faites McLaren, puisqu'il faut quand même parler de McLaren, qui est quand même le champion du monde constructeur, hein, parce que 26 ans après ou 16 ans après, je ne sais plus, mais peu importe. 26 ans. Est-ce que l'écurie McLaren est la favorite pour 2025? Oui, clairement. Messieurs. Oui. Non. Alors pour moi, oui, clairement. Et je pense que McLaren aurait dû briller plus. Je pense que Norris aurait largement pu être champion du monde. Ils ont mal géré. C'est l'équipe en fait qui a le moins optimisé sa performance. On se porte sur 2025. Bien sûr. Donc je pense que si ils apprennent de 2024 pour faire mieux en 2025, ils seront devant. Pour moi, je pense que Norris va être champion du monde et que McLaren sera champion du monde constructeur. Mais Norris, il faut qu'il travaille sur quelque chose parce que c'est intéressant quand tu vois là où Max à chaque fois a creusé l'écart, c'est que Norris faisait des super courses où il était dans le top 3 ou dans le top 4, mais après à chaque fois il faisait des courses assez catastrophiques où il était dans le top 6, 8, 10 et en fait il descendait vraiment. Il se faisait passer au premier virage. Et à chaque fois il faisait exactement pas mal. En fait il gérait pas bien le middle game. Il a beaucoup appris, je pense. Il a beaucoup appris. On n'aura plus le même Norris en 2025. Eric, l'écurie McLaren, ce sont tes favoris pour 2025? C'est ta favori? Sincèrement, là, oui, ils seront forcément devant, ça c'est clair. Après, est-ce que c'est les favoris? Je ne suis pas sûr. Ouais. Parce que je pense que Ferrari va continuer à s'améliorer. Red Bull, il n'y a pas de raison qu'ils se perdent en cours de route. Hein, donc, je pense que ça va être l'une des plus belles saisons de F1, à mon avis. Ça va être 2025 parce que ça n'a jamais été aussi ouvert. En termes de performance et en termes d'être aussi proches les uns des autres. Donc, effectivement, ça va être intéressant. En tout cas, on s'en réjouit à l'avance. Laurent, en tout cas, ils ont un duo qui est redoutable. On espère Lando qui a beaucoup appris, j'espère, de l'agressivité de Max Verstappen et puis Oscar Piastri qui a gagné sa première victoire. Et je pense que c'est l'écurie qui a... Alors, je pense qu'il y a 2 écuries qui vont être problématiques en termes d'ego l'année prochaine. C'est Ferrari et McLaren. Il va pas y avoir... Si on prend les 4 premiers, il va pas y avoir de problème chez Mercedes parce que je pense pas que Andrea soit au top niveau dès sa première arrivée, sa première saison. Ça pourrait être le cas. Hein. Rappel de Lewis chez McLaren. Hein. Oui, je sais, mais on a appris, on sait tous que Lewis avait beaucoup travaillé avant, il y avait eu beaucoup de... et quelqu'un autour de la table là te dira, il y avait un pilote noir qui tournait à, je sais plus si c'était à Jerez ou autour de Barcelone pendant toute une année, enfin quelques mois avant, non-stop, et des pilotes noirs, on n'en avait pas vu beaucoup dans la Formule 1, on n'en a toujours pas vu beaucoup, donc il y a un faisceau d'indices qui nous pousse à penser que c'était Hamilton. Donc je dis juste, il y a 2 écuries où ça va être chaud, c'est effectivement Ferrari, parce que d'un côté, il y a un Leclerc qui est plus tendre qu'un Hamilton, mais qui joue à domicile et qui connaît bien la voiture. Et de l'autre côté, il y a un Piastri qui a rongé son frein toute l'année. Alors oui, Norris a été devant lui plutôt à la régulière. Malgré tout, il a démontré des qualités que Norris n'a pas. C'est-à-dire qu'il a montré des qualités de résistance dans les situations de stress ultime meilleures que Norris, je trouve. Et on lui a dit cette année, joue l'équipe, laisse passer Lando, parce qu'il y a plus de chances. Je pense que l'an prochain, il risque d'être un petit peu plus agressif. Son manager n'est pas quelqu'un qui est réputé pour être quelqu'un de rond. Ok, donc. Mark Webber. Ouais.
donc je me dis, ces deux écuries, il va y avoir du challenge. Chez Red Bull, rien, ça sera Max, parce que Max sera meilleur et que l'écurie le poussera dans ce sens-là. Et chez, encore une fois, Mercedes. Voilà, donc je me dis, non, mais oui, mais non, on parle de McLaren, pas de Red Bull. On va en parler dans un instant. RB, avant de parler de Red Bull, parlons d'RB Racing. Voilà, ça reste l'équipe B de Red Bull. Il n'y a pas d'ambition particulière, Eric, de les faire monter pour l'instant. Si, à la base, il y a eu d'énormes moyens qui ont été déployés chez Racing Bull. Beaucoup d'investissements qui ont été faits maintenant depuis 4-5 ans pour en faire une écurie qui devrait être normalement top 3. En tout cas, c'était l'ambition de Red Bull de pouvoir aider la grande écurie sœur pour être champion du monde. Donc, là, ils sont pris un peu les pieds dans le tapis cette année. Ouais, rendez-vous l'année prochaine. On parlait de Red Bull. Donc, Red Bull, un tournant important dans l'histoire de l'écurie, puisque ça va être la première voiture en 2025 qui ne sera pas de près ou de loin designée par Adrian Newey. Est-ce que c'est l'année de tous les dangers selon toi, Eric? Et on fera tourner la parole, notamment avec Christophe, qui n'a pas beaucoup parlé, Eric. Ouais, alors, l'année de tous les dangers, oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le gros avantage d'Adrian Newey, c'est qu'il est extrêmement pragmatique et capable, avec ce qu'on appelle une vue hélicoptère, de lire un règlement. Ça a toujours été sa grande force, c'est pour ça que je suis convaincu que on verra la patte Newey chez Aston Martin qu'en 2026, avec la nouvelle réglementation. C'est là qu'il pourra faire la différence. Mais Red Bull, effectivement, on verra si Pierre Vacher et ses gars sont capables de continuer de développer cette voiture. Alors, je ne suis pas trop inquiet pour 25. Ce sera plutôt de nouveau 2026 qui devrait être aussi le vrai test pour Red Bull et pour cette équipe technique qui n'a plus son papa Adrien. Christophe, ton sentiment sur Red Bull, est-ce que tu penses qu'on est à un tournant de l'histoire de l'écurie? Tu sais, moi j'ai toujours été fan de Max Verstappen, particulièrement depuis qu'il casse la figure à Oscar Piastri pour laisser passer Ferrari. Non, blague à part, en fait, oui, je pense que Max continuera à élever le niveau et effectivement aura plus difficile parce que voiture moins performante, ou en tout cas avec moins de distance de performance par rapport aux autres écuries. Et je suis très curieux de voir qui va remplacer Pérez. Si Pérez est remplacé, qui va remplacer Pérez et ce que ça va créer comme problématique de tension au sein de l'équipe avec un Max Verstappen qui doit être chouchouté, en fait, comme l'a été Lewis Hamilton à l'époque chez Mercedes. Quoi. Je me tourne vers DRS Queen, ton écurie. Comment tu vois Red Bull l'année prochaine? Comme Christophe, j'attends vraiment avec impatience de voir le choix du deuxième pilote qui, je pense, peut être décisif et très constructif en fonction de ce pilote, la capacité à fournir du feedback à l'équipe. On a vu l'importance quand les pilotes courent dans leur monoplace, la différence de conduite et de voir les retours qu'il peut y avoir, qui peut vraiment donner un dynamisme à l'équipe et à la voiture. Donc c'est pour ça que, intéressant, si c'est le choix de Lawson, ça peut peut-être redonner une nouvelle dynamique et améliorer justement la performance de cette voiture qui a été assez instable et parfois incohérente sur certains Grands Prix. Un Tsunoda serait aussi intéressant. Mais ils ont toujours marqué des points, ils étaient toujours là. Exactement. C'est collègue pas complètement, mais c'est ça qui est remarquable. Par contre, remarquable. Pérez, c'est vrai que c'est décevant. On a vu un début de saison qui était plutôt encourageant et c'est vrai que je serais très déçu de voir le pilote renouvelé, même si on sait pour quelle raison ce serait. Est-ce que c'est pas une erreur de la part du management de Red Bull d'avoir refusé de prendre Sainz, puisque moi je n'en reviens pas que Sainz ne soit pas chez Red Bull cette année. Qui est totalement Il y a un excellent metteur au point. Regardez ce qu'il a fait chez Williams. On n'a pas parlé de Williams, notamment avec la recrue d'Anas, avec Sainz et aux côtés d'Alex Albon. On a vu que les essais de chez Williams commençaient déjà à porter ses fruits à Abu Dhabi avec Carlos Sainz, Eric. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire, en fait. C'est que pourquoi Red Bull n'a pas choisi Sainz, c'est aussi parce qu'ils ont mis en place une deuxième écurie et une filière de jeunes pilotes. Et c'est une décision stratégique pour la marque Red Bull. Donc, s'ils avaient fait venir Sainz, tu jettes à la poubelle tout ce que tu as construit depuis des années. Donc, c'est quelque part compréhensible. Ouais. Après, Pérez ne venait pas de l'académie Red Bull non plus, Eric, il me semble. Non, mais tu peux pas trop faire de choix comme ça, même si Sainz était. Pas répéter la chose. Ça aurait quand même un petit peu créé la confusion, on va dire, dans le schéma de certaines personnes et de ce qu'ils souhaitent faire.
Après, pour revenir à Sainz chez Williams, alors oui, il y aura un effet Sainz chez Williams. Je pense. Il faut quand même lire, faut pas trop lire entre les lignes sur ces séances d'essai-là. On ne connaît pas les quantités d'essence. Je pense que Sainz voulait aussi un peu tester la voiture, donc ils ont dû rouler forcément en low fuel pour un peu débriefer Sainz, parce que c'était le but. Il fallait que Sainz s'imprègne de la voiture pour pouvoir tout de suite donner les différences par rapport à la Ferrari et quelque part donner des notes dans quelle direction Williams doit développer sa voiture, quoi. Mais après ça, les autres ont dû rouler avec différents niveaux d'essence, différents ça veut pas dire moteurs aussi, ne pas oublier les bonnes moteurs qui sont toujours dégradés en essai. Enfin voilà. En tout cas, ça montre l'implication du garçon et la manière dont il a saisi le volant à bras-le-corps, son jeu de mots. Ouais, je pense aussi qu'il fallait qu'il tourne la page très vite. On a vu un Sainz émotionnel le dimanche, donc pour lui, le seul moyen, c'était de sauter dans le baquet de la Williams tout de suite. Regardez ces petites stats qu'a trouvé Laurent Mercier à lui sur Instagram. L'effet Sainz dans les différentes écuries où il est passé lorsqu'il est arrivé chez Renault. Renault était 9e au constructeur en 2016. Et quand il est parti, ils étaient P4. Quand il est arrivé chez McLaren, ils étaient P6. Et il a fini P3 quand même. Et puis chez Ferrari, P6 et P2. Un mot à propos de McLaren, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'a vécu McLaren. Eric, toi qui les connais bien, il y a encore 2 ans et demi, ils étaient au bord de la faillite, on peut le dire. Comment on explique ce retournement de situation? Je ne connais peu d'écuries qui sont capables de revenir à un tel niveau de performance. Tu as connu les difficultés qu'a été le début de l'ère Honda, et après le début de l'ère Renault, c'était très compliqué. Comment tu expliques ce retour en grâce de chez McLaren? Ouais, je pense que c'est déjà la stabilité au niveau du management. C'est clair que Andrea Stella, que j'avais recruté moi à l'époque en 2015, c'est quelqu'un qui effectivement a un très bon leadership. Et la stabilité donc Zak Brown a mis en place autour de l'équipe. On a vu une équipe quand même qui depuis 2018 a été discrète, a travaillé énormément. Et je pense qu'il y a eu la nouvelle soufflerie aussi qui a été mise en place. Donc il y a pas mal de choses où ils ont coché des cases, comme on dit. Et voilà, à force de travailler et par itération, quand on a une équipe technique stable, on finit par y arriver. Et puis les efforts qui ont été portés. Le gros danger en F1, c'est de vouloir changer trop vite les têtes. Et donc c'est ça qui vous empêche de progresser. Et si on regarde McLaren, c'est l'écurie la plus stable depuis maintenant quelques années. Donc tout le crédit est dû en fait à cette manière de manager. Après, ils ont financièrement, ils ont effectivement aussi beaucoup changé et d'ailleurs même en ce moment encore, puisque là ils viennent de vendre la partie automotive, donc ils ont vraiment énormément remodelé un peu le modèle. Voilà. Ouais, 100% F1. Allez, l'heure est au moment non pas de passer au quiz F1 cette semaine. Exceptionnellement, c'est un tour de piste. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce que le tour de piste, un petit mot à propos de notre sponsor, parce que c'est lui qui nous a permis de faire cette petite séquence. Trustmaster, c'est le spécialiste de la simulation de course qui vous propose de remporter, à vous qui regardez On refait la F1, un ensemble volant et pédalier, le T248. Le T248 est le volant à retour de force parfait pour s'initier au sim racing, avec son moteur à retour de force Hybrid Drive qui permet de ressentir vraiment les sensations de pilotage, comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Un volant rond, le T248 est vraiment versatile pour tous les types de simulation, la F1 bien sûr, mais aussi le GT, il est compatible PlayStation, PC et Xbox, pas encore Mac malheureusement. Le T248 inclut un pédalier pour être prêt à jouer immédiatement, comptez autour des 250 € pour les fêtes. Un modèle à gagner simplement en allant sur le site, en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou dans la description de la vidéo. Et pour vous prouver comme c'est super de jouer avec ces engins-là, pour la dernière de la saison, on a demandé à 3 de nos chroniqueuses et chroniqueurs de faire un tour de piste sur F1 2024. Donc merci à Electronic Arts et merci à Sony PlayStation. Regardez et on va voir, on prend les temps à la fin. Car Gasly, Esteban Ocon, quelques bons Alpine, on a Bahreïn et on va exploser les meilleurs.
C'est pour les ingénieurs. Pour les Stone pour Derrick. Et Terre des Stéphane. Maintenant. Une 36 472, c'est bon? Alors il y a l'action aussi, vraiment, la simulation a fait vraiment des bonds de géants. Et je suis un peu frustré de ne pas avoir pu participer parce que je pense que je vous aurais tout explosé. Mais passons. Alors on commence par Justine. Le temps, c'est 1 minute. Ça ne veut rien dire. 46 secondes et 8 centièmes. J'avoue, j'ai fait mon Pérez, j'ai fait mon petit Checo pendant ce dernier tour. Tu as manqué d'entraînement parce que je veux dénoncer personne. Il y en a d'autres qui sont un peu plus entraînés que toi. Guillaume. 1 minute. Donc 46 pour Justine. Arrête. Toi, 36 secondes. Allez. 4. Donc c'est sur une alpine. C'est une alpine en plus, donc double exploit. On va le dire. J'étais pas très content de mon tour. J'ai pas tout mis face à la Red Bull de Justine. Et enfin, le temps de Laurent. Laurent, tu es confiant? Écoute, j'ai respecté le budget cap, pas comme tout le monde. Il y en a qui n'ont pas respecté du tout le budget cap, c'est-à-dire qui ont eu plus de temps d'entraînement qu'autorisé. Donc je ne sais pas. Soufflerie, tout. Ouais. Ça commence par de la mauvaise foi. Tout le temps. Alors je rappelle que Guillaume avait fait 1,36. Arrête de remuer. Laurent a fait 1,37. 2 une demi-seconde d'écart. Et c'est Guillaume qui remporte ce tour de piste. Bravo. Voilà, donc on a. Good job, very solide. Donc merci à Trustmaster, merci à Sony PlayStation, merci à Electronic Arts pour improviser cette petite mise en scène qu'on va essayer de généraliser l'année prochaine pour la prochaine saison. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de cette initiative. Si vous voulez que l'année prochaine, chaque fois qu'on a un invité, on va essayer de faire venir des invités un petit peu prestigieux l'année prochaine. On va faire un tour de référence. Au moins, Alpine aura gagné cette saison. C'est vrai, je n'avais pas pensé celle-là, mais je ne voulais pas la lancer car je ne voulais pas être désagréable. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. La Minute Insta, comme chaque semaine, c'est des instants volés sur les réseaux sociaux et pour illustrer le meilleur d'entre nous, la longévité de Nando. Regardez ces quelques images. J'adorais cette tenue iMode. Ouais, et iMode, ouais, Bouygues Télécom. Concrètement, où va s'arrêter Eric Nando, à savoir Fernando Alonso? Écoute, je pense que Fernando, il attend 2026. Clairement, il veut tenter une dernière fois de prouver qu'il est compétitif dans une voiture compétitive. Donc, il va attendre 2026. Si 2026, ça ne marche pas, avec Adrian Newey et tout l'argent qui a été investi chez Aston Martin, je pense qu'il aura fait le tour et il tirera sa révérence. Merci Eric. Regardez, séquence suivante, volée sur les réseaux sociaux. Il va falloir attendre près de 3 mois avant le prochain Grand Prix. Et voilà à quoi va ressembler la vie de pas mal de fans de F1 dans les prochaines semaines. Dont celle de Guillaume. C'est long, hein. C'est très très long. Ça va être dur. Et sans on refait la F1, ça va être encore plus difficile. Ben oui, mais on est toujours là, une scène volée cette fois-ci du côté de Las Vegas quand Max Verstappen arrive à son hôtel et c'est pas banal. Regardez, le voiturier n'en est pas revenu.
Débrouille-toi avec ça. Et puis, après sa dernière course de Valtteri Bottas à Abu Dhabi, assez musclé la course, Bottas a été rattrapé par la palisse, regardez. What's next? What's next? Il a un sens de l'humour qui est extraordinaire. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il avait un t-shirt, donc comme il partait, il avait un t-shirt avec écrit What's next. Qu'est-ce que tu vois, grosso modo. Il va finir en tôle. Et j'ai trouvé ça vraiment, moi, ça m'a vraiment fait sourire, parce que c'est ce regard-là. Où... Ouais. Il est très très fort sur les réseaux sociaux. Il va nous manquer, Valtteri Bottas. Place, mais quoi qu'il ne va pas être très loin. Allez, place à vos pronos pour l'année 2025. Les pronos pour la prochaine saison, on va vous demander, mesdames et messieurs, vos pronostics pour le champion du monde l'année prochaine, tout simplement. Mais un mot à propos de notre partenaire de cette émission, Winamax. Le site de Paris en ligne vous offre à vous, tous nouveaux joueurs, 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. D'abord, le bonus numéro 1. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Le bonus numéro 2. Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo On refait la F1, ORL F1. Comment ça marche ? Il suffit de créer votre compte sur winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt, vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit et vous saisissez le code promo ORLF1 au moment de votre premier dépôt et vous profitez de 10 € supplémentaires. En clair, si votre dépôt est doublé, 10 € offerts avec le code ORLF1, vous avez en plus 10 € offerts. Vous mettez 100 €, vous avez 210 €. C'est pas compliqué à comprendre. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et que ce n'est pas un moyen de s'enrichir, qu'il n'est pas du tout une alternative au travail. Et un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. La saison est terminée, les amis. Quels sont tout simplement votre favori, le pilote cette fois-ci, qui sera champion du monde 2025 ? Je sais que vous ne lisez pas dans le mar de café, mais je vais vous demander un petit effort et on commence par Justine. Je suis presque vexée que tu me poses la question. Pour moi, ce sera sans surprise un 5e titre pour mon cher Max Verstappen, qui sera tout jeune papa. Donc, pourquoi pas ? Je t'ai tenté à espérer un Leclerc ou un Norris, mais je ne vais pas faire semblant. Je vais ranger mes notes. Et, pour Justine. Rendez-vous un Red Bull. En fin 2026. Fin 2025. Guillaume ? Moi, je vais expérimenter. On aura un premier titre de champion du monde pour Lando Norris. Lando Norris. Eric, ton champion du monde pour l'année prochaine, qui tu vois pour l'année prochaine ? Je vais dire Lewis Hamilton. Wow. Alors si l'équipe principale nous sort... on va voir. Les 2 Ferrari, ça, ils se tiennent plus. L'autre Ferrari, c'est Christophe. Qui tu vois comme champion l'année prochaine ? Je rêve de Charles l'année prochaine, parce que survitaminé justement par la compétition avec Lewis et une voiture qui termine bien l'année, donc il pourrait très bien la commencer. Donc Amir ? Je ferai comme Eric, maintenant j'ai fait tourner des ordinateurs quantiques et tout. Le résultat est toujours le même, c'est Lewis. Et Ferrari, champion du monde au niveau constructeur. Et celui qui sera complètement habillé en rouge de pied en cap l'année prochaine, Laurent ? Je pense que ce sera Lewis Hamilton. Et toi ? Bienvenue. Imagine, je sors, je sais pas moi, n'importe qui d'autre quoi. Moi je pense Pérez, tu vois. Pérez, Latifi. Ou Stroll. Et moi je vois bien, comme Guillaume, l'année prochaine, Lando Norris qui pour moi est mon favori pour l'année prochaine, et avec quand même un retour au premier plan de notre ami Fernando Alonso, bien sûr. Allez, rendez-vous au mois de mars prochain on arrête déjà une première tendance. C'est la fin de cette saison de Refait la F1. Permettez-moi d'abord de saluer toute l'équipe technique d'Electronics Production qui n'a pas démérité cette année. Bravo. Plus d'une vingtaine de grands prix, ça a été une longue saison pour eux aussi. Bravo à notre réalisateur, à Paul, bravo à Lilian, bravo à Octave, bravo à nos alternants, je pense notamment à Nathan et à Théo, bravo au son, Alexandre, à Noémie et à Émilie, et puis bravo à Gatien, ton papa serait très fier de toi, crois-moi. C'est la fin donc de Refait la F1, merci de l'avoir suivi les amis, on se retrouve le 28 février prochain pour faire un premier bilan, celui des essais hivernaux à Bahreïn, avant que la F1 mette le cap sur l'Australie, ce sera le 14 mars prochain pour l'ouverture de la saison 2025, on a hâte. Nous, avec toute l'équipe de Refait la F1, on est dans les starting blocks, on sera là au complet, avec des surprises, vous verrez.
Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à réagir dans les commentaires. On essaiera de s'améliorer pour l'année prochaine. À l'année prochaine et bonne année. Salut. Bonne année.